Eh bien, bienvenue à cette conférence en ligne sur le nouvel art d'entreprendre. Je m'appelle Béatrice Vignon et je vais avoir le plaisir d'animer ce plateau ce soir. On est vraiment ravis de vous retrouver, alors virtuellement certes, mais chaleureusement j'espère. Alors cette conférence se déroule pendant une semaine où les banques populaires fêtent leur modèle coopératif. On l'appelle d'ailleurs fête de la coopération. En effet, elles sont coopératives depuis leur naissance. Et l'entrepreneuriat coule dans leurs veines depuis toujours, et depuis qu'elles ont été créées il y a une centaine d'années. C'est donc tout naturel que ce thème du nouvel art d'entreprendre nous est apparu intéressant à traiter ce soir. Alors on va décrypter les nouvelles tendances de l'entrepreneuriat qui se sont révélées, qui se sont amplifiées peut-être pendant cette crise de la Covid-19, les circuits courts, le seconde main, les nouvelles façons de travailler ou de vendre, le fabriquer en France, toutes ces entreprises qui s'engagent encore plus qu'il y a quelques années peut-être pour la société. Et avant d'entamer la discussion avec nos trois intervenants de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir André Joffre, qui est président de la Fédération nationale des banques populaires, qui est aussi président de la Banque populaire du Sud, qui est avec nous en direct de Perpignan. Et il va vous adresser quelques mots. Cher André, si vous êtes avec nous, on vous écoute. Dans cette période troublée où effectivement le monde est assez incertain, hein, même si on a tendance peut-être à un peu trop noircir le tableau, et je n'oublie pas bien sûr ceux qui nous ont quittés à cause du Covid, mais c'est vrai que ce monde qui est en train de s'accélérer, là on a un petit peu l'impression que les choses bougent beaucoup plus vite que d'habitude, et c'est vrai qu'on a tendance à dire que pendant les crises, il y a un phénomène d'accélération des phénomènes, donc c'est peut-être à cela que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Il est bon dans ces périodes-là d'avoir des référents, quoi, des choses, des bases solides, hein, comme parlions rugby tout à l'heure avec mon interlocuteur breton. Dans le rugby, quand il y a une crise, on retourne sur les fondamentaux, hein, voilà. Eh bien, en fait, c'est un peu pareil. Et là, il est bon, si vous voulez, d'avoir un monde qui est le monde de la coopération, le monde des banques populaires, où nous avons une raison d'être qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire que nous privilégions, bien entendu, le long terme à la spéculation immédiate. Nous mettons en réserve la quasi-totalité, une très grande partie de nos résultats, ce qui nous permet d'avoir des bases extrêmement solides et de pouvoir affronter éventuellement des temps difficiles comme ceux que notre navigatrice va affronter dans les jours qui viennent dans les mers du Sud. C'est un peu ça, le principe de la coopération, c'est de prévoir ce qui est par définition très incertain et de permettre en fait, de pouvoir traverser des rives qui sont parfois un peu difficiles et surtout incertaines. Alors, de quoi sera fait demain? On n'en sait rien. 2021 devait être une année extrêmement difficile. Maintenant, on nous dit que c'est peut-être 2022. Bon, on est un peu inquiet de tout ça. Et finalement, la meilleure façon de en sortir, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, nous avons besoin d'ouvrir un petit peu les choses. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes chefs d'entreprise, évidemment. La plupart des administrateurs des banques populaires sont des chefs d'entreprise, donc ils savent naviguer, mais il est intéressant aussi de voir que il y a d'autres pensées, il y a d'autres façons de constituer, de détecter les signaux faibles qui vont peut-être nous permettre de voir ce que sera le monde de demain. Et c'est un petit peu ça, ce mix qu'on va essayer ce soir de décrypter entre des signaux faibles et des initiatives fortes. On va essayer de voir comment le monde de demain est en train de se décider. Et si on y arrive, même un petit peu, même si c'est dans la brume, ça sera déjà pas mal. On aura passé une soirée, je pense, à condition que la technique, bien sûr, ne nous lâche pas entre-temps. Je pense qu'on aura passé une soirée qui nous permettra de revenir tout ça. Alors, ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que les banques populaires, et je mets dedans le crédit coopératif, la CASDEN, hein, on l'oublie souvent, ce sont des banques populaires. Nous avons été là, nous avons été reconnus parmi les banques qui ont été les plus présentes pendant la crise, lorsqu'il a fallu délivrer les PGE, reporter des échéances, etc. Les banques étaient là. D'ailleurs, tous les sondages montrent que notre cote de popularité a beaucoup grandi, beaucoup plus que les autres banques, y compris d'autres banques coopératives. Donc ça, c'est très satisfaisant. Mais nous pensons que c'est pas fini, que le plus dur certainement arrive, et que là, il va falloir faire preuve
d'imagination, parce que tout simplement, nous sommes dans une situation inédite. Et donc, c'est un petit peu ça que nous vous proposons de regarder ce soir. Puis ce soir, on va essayer de débattre de ce nouvel art d'entreprendre. Alors avec nous, ici à Paris et puis à Quimper, vous l'avez vu, une sociologue, Anne Dany, deux entrepreneurs, donc Franck Grossel qui est à mes côtés, qui est créateur de la société Instead, et Jean-Guy Le Floch, qui est le président d'Armor Luxe et qui nous fait l'amitié de participer depuis Quimper. Alors ils vont venir chacun témoigner de leur perception, de leur expérience, de leur choix, de leur engagement aussi, puisque ce sont deux entrepreneurs très engagés et une sociologue qui l'est aussi à sa manière. Alors vous pouvez poser vos questions via un chat qui est sur la droite de votre écran et qui s'appelle questions-réponses, qui est en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à intervenir, à faire part de vos remarques ou de vos questions. Et puis on va tout de suite démarrer avec Anne. Alors Anne Dany, vous êtes normalienne, vous êtes diplômée de Sciences Po. Je vais lister l'ensemble de vos diplômes parce qu'ils sont nombreux. Vous êtes titulaire d'un Executive MBA d'HEC en entrepreneuriat et innovation. Alors vous avez travaillé comme consultante pendant une dizaine d'années dans un cabinet de conseil et aujourd'hui vous êtes à la tête d'un média en ligne qui s'appelle Soon Soon Soon, qui est une expérience qui a quelques années déjà et qui est spécialisée à la fois dans l'innovation et dans la perception justement de ces signaux faibles. Et vous êtes sociologue de formation, donc j'ai envie de vous demander par cette première question comment vous sentez émerger ces nouveaux styles d'entrepreneurs. Est-ce que vous pensez que la crise a accéléré les phénomènes ou est-ce qu'elle les a révélés pour certains ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Bonsoir Béatrice et bonsoir à tous. D'abord, 2 points d'observation pour apporter un éclairage à cette première question. En tant que média, nous recevons beaucoup de communiqués de presse, nous interviewons des entrepreneurs et nous participons à de nombreuses initiatives autour de l'entrepreneuriat. Et dans cette enceinte, il y a des termes qui reviennent sur toutes les lèvres. Ces termes, ce sont quête de sens, impact, volonté de changement. Pour ce qui est de la crise sanitaire, je pense qu'on a tous entendu des pétitions de principe autour des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de distribution, des nouveaux modes de production. Et c'est là que je mettrais bien mon petit grain de sel de sociologue. Parce qu'en réalité, la question du nouveau en sciences sociales, elle est classique. Que ce soit qu'on parle de cycle économique, qu'on parle de nouvelles technologies, qu'on parle de nouveaux modes de consommation, ces questions sont récurrentes. Il est bien évident aujourd'hui qu'on ne consomme pas de la même manière que dans les années 80. On ne travaille pas de la même manière que dans les années 80. L'entreprise et l'entrepreneur est sans doute différent. Mais ce qui est nouveau, peut-être, et c'est là le changement, c'est que la question du nouveau, elle est en train de sortir des manuels de sciences sociales, des théories du management pour intervenir sur le plan véritablement sociétal. Et là, je retiendrai notamment de cette première crise du Covid et du confinement, l'émergence dans le débat public de la question de la valeur. En fait, on a les mots qui sont, par exemple, essentiels et non essentiels, ou la valeur de certaines professions autour du care, autour de la propreté, autour de certains services publics ou de certains métiers de la distribution, qui est arrivée sur le devant de la scène et de manière assez prégnante. Mais ce qu'on peut voir derrière, ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est que les frontières sont en train de bouger. C'est-à-dire des frontières autrefois étanches entre le salarié, le consommateur, l'entreprise ou l'entrepreneur sont aujourd'hui beaucoup plus poreuses. Et je vous propose d'essayer de décrypter ces évolutions. Si l'on commence par le salarié, je reviendrai bien sur une notion qui a fait florès et qui est beaucoup revenue récemment, qui est la notion de bullshit job. Cette notion, elle est arrivée sur la scène publique parce que son fondateur, son inventeur, David Graeber, est mort récemment, mais parce que beaucoup de gens se la sont appropriés. Derrière la notion de bullshit job, au départ, il y a une blague. C'est-à-dire David Graeber, c'est un universitaire britannique d'une école très sérieuse, mais c'est aussi un activiste altermondialiste. Et un jour, il y a un quotidien qui est venu le voir en disant « Est-ce que vous n'avez pas un article un peu poil à gratter ?» Et lui, il s'est dit « Si, moi je vais écrire sur les bullshit jobs. » Les bullshit jobs, il le définit grosso modo avec 2 notions, en disant que d'une part, ce sont des métiers ou des emplois que leurs propres titulaires jugent comme inutiles à la société, et d'autre part, des métiers qu'on pourrait supprimer sans que ça affecte la marche du monde. Voilà, parce qu'ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Alors il prend des exemples, il est assez drôle, et il dit « Tueur pour la mafia, ce n'est pas un bullshit job. » Parce que tueur pour la mafia,
Si vous le supprimez, pour le coup, il y a quelqu'un qui ne sera pas supprimé et donc quelque part, il y a une certaine utilité. En revanche, en bon anglo-saxon, il s'en prend à certains métiers. Alors, les fiscalistes, certains avocats ou certaines professions comptables en prennent pour leur grade. Il dit, ceux-là, ils ont bien conscience intrinsèquement que leur métier ne sert à rien. Mais derrière la polémique et le côté un peu trublion de l'universitaire, il y a une vraie question, c'est celle de la valeur et de l'utilité perçue par le salarié de son travail. Un jugement qui est normatif et qui pose la question de l'individu et de la place de l'individu dans l'entreprise et dans la société. Et ce qui a été un vrai détonateur, c'est qu'après cet article qu'il avait écrit un petit peu comme ça au doigt mouillé en tant qu'analyste, il y a une large enquête qui a été menée au Royaume-Uni. Et de cette enquête, il est ressorti que 40% des salariés britanniques considéraient qu'ils occupaient un bullshit job. Alors ce terme, c'est énorme, on est dans une logique de prophétie autoréalisatrice ou voire de fonction performative du langage. En France, on n'est pas dans les mêmes proportions, je vous rassure, mais une enquête plus récente a montré qu'il y avait 78% des salariés qui considéraient que leur travail était utile à l'entreprise. Bon, 70% c'est super bien, mais en même temps ça fait quand même 22%, soit près d'un salarié sur 5, qui considère que lui-même n'est pas forcément utile à la société. Mais quelque part, au-delà des chiffres et des statistiques qui valent ce qu'elles valent, il me semble qu'on est en train de sortir d'un modèle fordiste de société. Henry Ford, il avait inventé un modèle qui fonctionnait hyper bien au début du XXe siècle, qui consistait à dire « je paye bien mes salariés, ils travaillent bien à l'usine, quand ils sortent, ils peuvent s'acheter la voiture, la Ford T qu'ils ont contribué à produire. » Et c'est une vision très séquentielle. Je suis d'abord salarié et après je suis consommateur. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des frontières qui sont en train de disparaître et de se transformer. Et après avoir fait un petit tour par l'Angleterre, par les États-Unis, on va au Japon pour essayer d'éclairer davantage la question. Et au Japon, on trouve la notion qui est la notion de l'ikigai, que vous allez voir apparaître à l'écran. L'ikigai, c'est une vieille notion pour les Japonais, mais qui est revenue sur le devant de la scène avec une autre enquête sur un panel extrêmement large de 60 000 personnes, qui a montré que les gens qui avaient trouvé leur ikigai étaient en meilleure santé. Et l'ikigai, c'est quoi? C'est la capacité à concilier ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, et on sait très bien que ce n'est pas forcément équivalent, ce dont le monde a besoin, et on retrouve là la notion d'utilité, et ce pourquoi vous êtes payé votre salaire. C'est un peu le Graal de l'activité. Exactement. Idéale. C'est l'activité idéale. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'au-delà des coachs qui sont en train d'émerger sur le marché, mais y compris en France, pour aider les gens, les salariés, à trouver leur ikigai, c'est que beaucoup d'individus voient dans l'entrepreneuriat une manière de trouver cet ikigai. Et donc là encore, si on revient à la vérité des chiffres, ou à la vérité plus relative des sondages, près d'un Français sur 3 envisagerait de reprendre ou de créer un jour une entreprise. Et on est à plus de 50% si on prend la tranche d'âge qui est seulement des 25-34 ans. On est sur le consommateur, on commence à arriver sur le consommateur après avoir vu le salarié. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de prise de conscience, toujours autour de la question de la valeur, qui arrive au niveau du consommateur. À tel point qu'il y a une notion, un joli ou très moche néologisme qui est arrivé, c'est le consommateur. Et là, on reviendra à des expressions qui ont fait florès pendant le confinement, qui sont la volonté de se fournir uniquement en circuit court, les déclarations d'amour pour le bio, etc. Mais là encore, signe positif, c'est-à-dire au-delà des hashtags sur les réseaux sociaux et des déclarations à l'emporte-pièce, là on voit que le marché est en train de se transformer. Et si on prend juste le bioalimentaire en France, on voit que le marché a fait x2 en 5 ans, avec une croissance à 2 chiffres, et qui montre que c'est une pratique qui devient réelle. Donc au-delà de l'intention ou de la déclaration d'intention, il y a une vraie évolution des moyens des manières de consommer. Exactement. Et derrière, il y a une transformation autour du langage. Ce que moi je trouve très intéressant, c'est de voir que certains termes qui étaient propres à l'entreprise sont en train de devenir aujourd'hui des mots qui sont courants pour le consommateur, comme si on passait de l'éthique à l'étiquette très facilement. Le mot chaîne de valeur, le mot sourcing, le mot approvisionnement, le mot recyclabilité sont des termes aujourd'hui qui sont adoptés par le consommateur. Et ce sont vraiment des signaux faibles qui montrent que les tendances sont en train de changer. Si on regarde au-delà des mots ce qui se passe dans les différents secteurs, prenons la mode qui sera certainement évoquée après. La question des conditions sociales des Ouïghours, qui sont
certains sous-traitants en Chine, du Made in China pour certains grandes marques textiles, est arrivé sur le devant de la scène. Il y a de plus en plus d'applications qui permettent de noter les marques, et non pas seulement en fonction de la qualité des produits, mais en fonction de la qualité des approvisionnements, de la transparence sur les conditions de transport, de logistique, le traitement des sous-traitants, etc. Vous pouvez aller regarder Moral Score sur un spectre assez large d'activités ou Clear Fashion sur le domaine de la mode. Dans le domaine financier également, les lignes sont en train de bouger avec le succès des critères dits ESG pour environnement, sociétal et gouvernance qui prouvent l'intérêt que les investisseurs portent à ces questions de valeur. Et enfin, après, on trouve la loi Pacte qui inscrit en droit français la notion d'entreprise à mission et qui, là encore, est une autre manière de lire l'intersection entre différentes sphères. Bien évidemment, le consommateur est en train de changer, mais les injonctions contradictoires sont toujours là. Le débat sur le Green Friday ou le Black Friday actuel en est une illustration. Mais si on tire le fil jusqu'au bout, après le nouveau salarié, le nouveau consommateur, on trouve la question du nouvel entrepreneur. Et on voit bien qu'il est à l'intersection de ces différents domaines. Vous prenez les pages entrepreneurs des Échos, les portraits sont multiples de ces gens, de belles histoires de création d'entreprises à partir d'une passion, que ce soit autour de la recyclabilité, autour du réemploi, autour du Made in France, autour d'un métier passion. On voit de plus en plus d'ingénieurs agronomes qui deviennent agriculteurs ou néo-agriculteurs. Là encore, on a trouvé un terme pour désigner ça, on appelle ça les late bloomers, ceux qui voient leur talent éclore sur le tard. Mais quelque part, on voit bien que l'entreprise a la cote et l'entrepreneuriat aussi. Côté chiffres, on trouve l'INSEE. En 2019, on n'a jamais eu autant de création d'entreprises en France, on est à plus de 800 000. Et là-dessus, avec 36 ans de moyenne d'âge pour le créateur d'entreprise. Donc on n'est pas si jeune et pas si vieux non plus. Comme quoi. Et puis 4 sur 10 sont des femmes. Côté école, les cours d'entrepreneuriat ont la cote. Moi, j'en ai suivi un à HEC. Mais si on prend une autre école, qui en plus est une école d'ingénieurs, si on prend l'école polytechnique, là, en ce moment, ils sont en train de mettre sur le devant de la scène un partenariat avec HEC, donc l'école rivale de commerce juste à côté sur le plateau de Saclay, pour les Parisiens d'entre nous. Et ils mettent en avant donc, un module d'entrepreneuriat. A contrario, Total, grande entreprise, a vu son projet de laboratoire recherche et développement en partenariat avec l'école rejeté. Et signe des temps, Total, il y a 20 ans, c'était un débouché royal pour les jeunes ingénieurs. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Mais si on revient sur la logique d'entrepreneuriat, de nouveaux entrepreneuriats, en fait, et d'intersection avec les logiques de consommateurs, on voit que la transparence est de mise et le marketing s'est engouffré également là dans la brèche. Ce qu'on appelle les plateformes de marque, la manière de communiquer sa valeur auprès des clients, joue vraiment sur ce continuum. Et elle joue sur le côté affinitaire, sur l'effacement des frontières, et notamment dans le domaine alimentaire et le domaine de la mode, les jeunes marques communiquent sur leur création, sur une passion initiale, communiquent sur la transparence et le font sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, parce que finalement, leurs clients, leurs salariés, leurs investisseurs, tout le monde est sur LinkedIn. Encore une fois, intersection entre plusieurs sphères. Donc en conclusion, je dirais, oui, il existe de nouveaux salariés, oui, il existe de nouveaux consommateurs, de nouveaux entrepreneurs, mais il en existe aussi des anciens. Et peut-être la question est de savoir quelle est la leçon qu'on en tire pour les entreprises traditionnelles. Et je reprendrai les mots d'introduction du président Joffre, qui dit il faut peut-être vraiment essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'effacer la brume autour de cette notion d'entrepreneuriat. Alors merci Anne. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont posé des questions sur... alors j'ai dit chat, il ne faut pas dire chat, c'est la petite zone questions-réponses qui est sur la droite de votre écran, n'hésitez pas. Alors moi j'en ai peut-être une pour compléter votre propos. Est-ce que toutes ces notations qui se développent via des applis, vous en avez cité certaines, Yuka a eu un succès très important les mois derniers, vous citiez Moral Score. Est-ce que pour vous c'est un levier? Est-ce que c'est une crainte pour les entreprises? Est-ce que c'est une crainte aussi pour tous les salariés? On a vu aussi beaucoup
d'actions, par exemple, de chauffeurs Uber ou sur cette notation qui devient un peu anxiogène. Est-ce que vous pensez que ça contribue à cette espèce de lissage de la frontière entre salariés, consommateurs, entrepreneurs? Réponse en 2 temps et réponse modérée. Je pense que oui, ça constitue un levier parce que ça force certaines entreprises à aller sur un terrain sur lequel elles ne voulaient pas aller initialement. Et donc sur la question des conditions de production, des sous-traitants, etc., c'est un premier levier. Après, ce qu'on voit, c'est que la multiplication de la notation qui va du domaine de la prestation de services au domaine du quotidien, des écoles, etc., d'une part, c'est un phénomène qui nuit, je pense, à la valeur de la notation. C'est facile, vous multipliez les notes, vous likez, vous mettez 5 étoiles ou 4 étoiles en un coup rageur ou flatteur sur votre téléphone. Au final, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Alors que si vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire, peut-être que vous mettriez une note plus modérée ou indépendante du contexte dans lequel vous vous inscrivez. Pour autant, ça existe et les entreprises, ça fait bouger les lignes. J'ajouterais juste une chose, c'est que là, il y a des études qui ont été menées sur les commentaires négatifs. En fait, un seul commentaire négatif peut venir nuire à des dizaines de commentaires flatteurs et les gens vont s'attacher et surpondérer ce critère-là. Donc encore une fois, à manier avec précaution pour les noteurs et pour les notés. Ok. On va regarder peut-être maintenant un peu plus attentivement deux entrepreneurs. Alors, vous êtes assez évidemment différents l'un et l'autre, mais c'est aussi cette différence qui est intéressante. Donc, Franck Grossel, vous êtes ébéniste, vous êtes designer, vous êtes lauréat de notre fondation Banque Populaire, et vous avez créé Instead dans la mouvance du Rien ne se perd. Alors c'est un mobilier haut de gamme, éco-responsable, que vous fabriquez à partir des céréales utilisées lors du brassage de la bière. Vous avez une vraie passion pour la bière d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Alors le recyclage, vous l'avez évoqué, c'est une tendance lourde dans l'industrie depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on a envie de mieux connaître, c'est votre parcours, votre cheminement. Je pense que vous illustrez pleinement cette recherche de sens et vous avez des valeurs très fortes qui vous portent. Donc c'est ce qu'on a envie de connaître. Quel est votre projet entrepreneurial? Est-ce que vous pouvez nous le partager, nous l'expliquer? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et du coup, je vais rebondir sur beaucoup de valeurs qu'a évoqué Anne précédemment. Je vais d'abord vous présenter mon parcours, le projet et ce qui du coup me caractérise dans le nouvel entrepreneur d'aujourd'hui par rapport à ce qui se dit et ce qui se fait dans cette mouvance. J'ai depuis tout petit voulu être ébéniste, donc j'ai dès la 3e commencé mon cursus par un CAP, un brevet des métiers d'art et un diplôme des métiers d'art. J'ai eu la chance de remporter un concours grâce à mon projet de diplôme qui m'a envoyé travailler en Thaïlande pendant 1 an, là où j'ai découvert des notions un petit peu plus orientées design, appliquées au métier de l'ébénisterie. Et c'est en rentrant en France que je me suis dit qu'à peine à 21 ans, je ne pouvais pas arrêter là et qu'il fallait que je creuse encore plus dans le sujet. Faire du beau, c'était bien, mais faire du beau et du bon, c'était encore mieux. Et ça, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi. Donc, je suis, faute de moyens, je suis rentré en France, j'ai travaillé 1 an en tant qu'ébéniste à Angers et je me suis payé mes études à l'école de design de Nantes-Atlantique dans laquelle j'ai évolué à vitesse grand V puisque lors de ma dernière année d'études en licence, j'ai travaillé sur un projet en totale autonomie autour de la thématique du zéro déchet. Donc c'était quelque chose de vraiment très généraliste, on pouvait imaginer tout et n'importe quoi, mais ces valeurs-là, à titre personnel, m'importaient beaucoup, et c'est à partir de là que j'ai voulu fonder en fait mon projet d'études, qui à l'origine ne devait être qu'un projet d'études, et un projet intermédiaire dans ma scolarité. Finalement, j'ai évolué dans ce sujet, j'ai travaillé sur beaucoup de domaines, j'ai réfléchi à la ceinture de sécurité de voiture qui aujourd'hui n'était pas recyclée, aux airbags, à plein de choses différentes. Et en fait, est arrivé légèrement avant mon intérêt pour quelque chose dont on entend beaucoup parler et encore plus aujourd'hui, la bière. On parlait de passion tout à l'heure, je ne suis pas le seul à m'y intéresser parce qu'en France, l'an dernier, on en a consommé plus de 2 milliards de litres, en sachant qu'on est quand même le 25e pays consommateur.
et que les premiers, c'est la République tchèque avec 144 litres par habitant. Nous, on est, je crois, à 30 ou 35 litres. Donc on est encore bien loin, mais 2 milliards de litres, ça reste tout de même énorme. Et c'est à partir de là qu'en fait, le projet Zéro Déchet et mon intérêt pour la bière se sont croisés. Et lorsque je me suis intéressé au processus de brassage, de ce qui fait que 4 ingrédients de base peuvent proposer autant de déclinaisons possibles d'un produit, donc de la bière, que ce soit de la Pilsner, de l'IPA comme on la connaît aujourd'hui, de l'Imperial Stout, juste 4 ingrédients pour ça. Je me suis intéressé au process, à titre personnel encore une fois, ça ne croisait pas le projet. Et en fait, au moment où je me suis intéressé à toutes les étapes de brassage, je me suis rendu compte qu'il y avait un coproduit qui, aujourd'hui, en tout cas à l'époque, en 2019, était une véritable problématique économique, écologique et logistique pour les brasseurs. En 2006, en France, il y avait 250 brasseries, principalement situées dans les milieux ruraux, donc en fait assez facile pour les brasseurs de revaloriser cette matière-là, puisque les agriculteurs, non loin de chez eux, pouvaient venir récupérer la matière et la revaloriser par l'alimentation du bétail, l'épandage ou autre. Mais aujourd'hui, il y a plus de 2200 brasseries en France, et principalement en milieu urbain. Exactement, principalement en milieu urbain. Et c'est en fait à partir de cette évolution, mais exponentielle, parce que vraiment, en très peu de temps, je crois qu'en 1980, en 1970, on était à 30 brasseries, et aujourd'hui, on a carrément explosé le nombre en France, et c'est de là qu'a été en fait créée la problématique, notamment en milieu urbain, c'est cette gestion, qui aujourd'hui n'est pas simple, parce qu'on produit quand même 300 kg de drèche, ce qu'on appelle donc la drèche de brasserie, c'est le malt utilisé. Ouais, voilà. Tout à fait. Le déchet exactement. brassé. Et du coup, en fait, cette matière-là, abondante, est très complexe pour les brasseurs à revaloriser, parce que les agriculteurs ne peuvent pas traverser tout Paris pour aller chercher les quelques drèches des différents brasseurs artisanaux. Et donc du coup, les brasseurs vont jusqu'à payer aujourd'hui pour s'en débarrasser, que ce soit pour favoriser le traitement en méthanisation, ou bien malheureusement parfois il y en a encore qui s'en débarrassent en déchetterie. Et donc en fait c'est à partir de là, de ce constat, que moi j'ai souhaité donc créer Instead et proposer une nouvelle filière de revalorisation à la fois économique pour les brasseurs, bonne pour la planète et innovante pour l'habitat, donc le milieu duquel je suis issu, hein, puisque l'ébénisterie ça reste ma passion, et une autre passion du coup. Et donc entre la bière et l'ébénisterie, j'ai souhaité créer donc ce que j'appelle aujourd'hui le mobilier brassé. Le mobilier brassé qui est donc du mobilier haut de gamme, éco-responsable et 100% fabriqué en France, donc à partir des céréales issues du brassage de différents types de bières. Vraiment, et c'est là où en fait on peut jouer sur les déclinaisons naturelles de couleurs, c'est qu'une bière blonde va pouvoir avoir un malt de couleur naturelle, mais une bière brune va pouvoir me proposer un tabouret beaucoup plus foncé. Donc en fait c'est là où on peut matcher avec en fait les différents intérieurs, et c'est là où on parlait de la quête de sens, la quête d'histoire, la quête d'expérience, plus qu'un produit fonctionnel. Aujourd'hui, nous, on a vraiment un produit qui raconte une histoire. Si je vous dis que demain vous êtes assis sur la bière que vous êtes en train de boire, le tabouret sur lequel vous êtes assis, vous ne le verrez pas du tout de la même manière. Et quand je parlais de mobilier brassé, et c'est là où je vais rejoindre ce que Anne disait tout à l'heure au sujet, moi c'est vrai que je qualifie ça plutôt des fausses bonnes intentions. Et aujourd'hui, nous, on appelle ça le mobilier brassé, non pas pour avoir un intérêt marketing, mais simplement parce que si le malt n'était pas brassé, on ne pourrait pas en faire ce qu'on en fait aujourd'hui. Parce que lors de la première étape du brassage, on va générer du sucre, qui donc va être issu de l'ébullition du malt, qui va transformer l'amidon et les enzymes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui va en fait se transformer en sucre. Et ça, en fait, dans les drèches, on va avoir du sucre résiduel. Les drèches, une fois séchées, sont composées à plus de 40% de sucre résiduel. Et en fait, c'est ça qui, dans notre process aujourd'hui, nous permet d'avoir un matériau composé de drèches à 98%, d'ajouter seulement 2% de liant. Alors c'est un liant qui est recyclable, sans formaldéhyde, et qui nous permet en fait de fabriquer jusqu'à 3200 tabourets par mois, environ 150 tabourets par jour. Et quand je parlais de fausse bonne intention tout à l'heure, c'est qu'on est allé sur les sujets des nouvelles colles hyper marketing. C'est 100% végétal, c'est biodégradable, c'est incroyable, vous pouvez le mettre dans votre jardin, il n'y en aura plus. En fait, c'est pas vrai du tout, c'est ce qu'on veut faire entendre aux consommateurs. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler du PLA, des solutions plastiques à base d'amidon de maïs et de choses comme ça. Et en fait, si vous le laissez dans votre jardin, c'est dans 1000 ans que vous allez commencer à le voir disparaître. En fait, c'est réellement compostable en dispositif de compostage industriel. Et ça, c'est des choses qui sont très peu courantes. La filière de revalorisation de ces nouvelles matières soi-disant éco-responsables
est très peu présente aujourd'hui en France en tout cas. D'où la volonté de votre part de limiter ce pourcentage de colle au vraiment strict minimum pour que la matière reste solide, j'imagine. C'est ça, en fait on a une matière qui est très solide, on peut sauter dessus, je veux dire ça, il n'y a aucun problème aujourd'hui. Alors je sais pas, voilà, du coup oui, sur les images vous allez voir le premier tabouret qui a été dessiné. À la fois le procédé et le premier tabouret. C'est ça. Alors aujourd'hui vous êtes en discussion je crois, ou en tout cas en relation de travail avec des industriels. Tout à fait. Pour que le procédé, le processus soit industrialisé et soit fabriqué en grande série. Est-ce que justement côté industriel vous avez une oreille attentive? Est-ce que c'est des sujets qui intéressent les consommateurs mais qui intéressent aussi les industriels, j'imagine? Tout à fait, et en fait ça rejoint encore une fois la notion, alors comment est-ce que ça a été évoqué tout à l'heure, c'était le nouvel entrepreneur finalement il n'est pas si nouveau que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'appelle Instead, la marque Instead en anglais qui est une alternative ou un substitut à quelque chose. Et en fait aujourd'hui nous on s'est juste dit, les mecs là-bas ils font quelque chose de déjà super avec du bois, mais en fait on pourrait le faire encore mieux avec de la drèche de brasserie. Et c'est à partir de là qu'en fait le pourcentage de colle a pu être réduit parce que notre matière offrait ces possibilités-là et que du coup, dans leur ligne de production déjà établie, avec des filières de revalorisation déjà existantes, on peut proposer une solution qui a un impact carbone beaucoup plus faible, qui a plus de sens, qui est encore plus esthétique, parce qu'aujourd'hui leur pièce en fait elle est destinée à un process économique et donc souvent caché. Mais nous, en fait, on fait de la pièce d'aspect et on permet en fait, de créer cette histoire autour de quelque chose de réel qui a du sens, qui raconte une histoire et qui est bien loin des fausses bonnes intentions. Et on se revendique pas. Alors, on a une question d'un spectateur qui nous demande en termes de prix et de positionnement des produits dits éco-responsables qui ont souvent cette réputation d'être chers par rapport à des produits plus grande série ou fabriqués avec moins de précautions. Quel est votre sentiment à vous, Franck, et puis peut-être Anne aussi par rapport à ce sujet du prix, globalement, par rapport à l'offre aujourd'hui qu'on peut avoir sur le marché? L'avantage du coup, encore une fois par rapport au terme Instead, on n'a pas créé un process, on n'a pas créé un lien, on n'a pas déposé une multitude de brevets pour protéger un maximum de choses. Donc en fait en termes de R&D, et par rapport déjà à la société, moi je suis complètement seul à travailler là-dessus, donc toujours en partenariat avec mes partenaires industriels. Mais en fait, on s'est implanté dans un procédé, donc déjà je le disais, qui a une filière de revalorisation existante, c'est-à-dire que demain je rebroie mon tabouret, je le remets à l'entrée de la machine, je peux en ressortir le même, donc ça il n'y a pas de problème, mais on est aussi sur un process qui a déjà fait ses preuves en termes économiques. Si je vous parle de 3200 tabourets par mois, c'est pas pour les vendre à 600 € l'unité. En fait, nous on est là à vouloir proposer une solution éco-responsable qui déjà n'est pas plus chère à produire que les pièces qu'ils font aujourd'hui en bois, donc qui ne mérite pas d'être plus cher, soi-disant, parce que c'est éco-responsable pour le consommateur final. Donc il va se positionner dans une gamme de prix on est sur du mobilier haut de gamme. Ça, on ne va pas concurrencer des géants suédois, mais on reste sur du mobilier haut de gamme. Donc pour vous donner une idée, on est pour le lancement d'ailleurs qui se fera au mois de mars. Les précommandes commencent à 189 € l'unité. Je vous invite à regarder un tabouret Made in France classique en bois. Vous comparerez très vite. Le prix, on est en fait en plein dans la concurrence aujourd'hui, sauf qu'on raconte une histoire. Par rapport à cette question sur le positionnement prix, vous avez, Anne, une réflexion par rapport à ça? Oui, je reprendrai votre terme qui est celui de réputation. Je pense qu'il faut regarder dans le détail et voir si effectivement tous les produits éco-responsables ou made in France ne sont pas nécessairement plus chers. Et après, pour ceux qui sont plus chers, il faut se poser la question de l'usage et de la durée de vie. Et vous prenez un produit, vous regardez combien de temps vous l'utilisez, vous divisez le prix du produit par le temps d'utilisation et vous regardez, et à la fin peut-être que, et souvent, j'oserais dire, mais là je m'avance, c'est mon côté engagé, souvent le prix n'est pas nécessairement plus élevé. Ok. Peut-être que Jean-Guy Le Floch aura certainement des choses à dire par rapport à ce sujet-là. D'ailleurs, j'espère qu'il m'entend et j'aimerais avoir maintenant son témoignage. Alors Jean-Guy Le Floch, vous êtes président d'Armor Luxe, qui est une entreprise bretonne bien connue. Vous êtes spécialisé dans les vêtements marins, notamment cette emblématique marinière. Alors Armor Luxe, c'est une entreprise engagée par définition, par histoire presque. Vous valorisez le Made in Bretagne. On voit dans votre environnement que c'est très fort dans votre
dans votre ADN. Vous utilisez le coton bio, vous défendez un territoire breton, notamment via des emplois industriels qui sont restés en Bretagne. Alors Armor Luxe, c'est une entreprise qui existe depuis 82 ans, c'est 96 millions de chiffre d'affaires, c'est 600 salariés, 3 usines en France et plus de 80 boutiques. Alors, vous-même, vous avez un parcours qui est finalement fait assez écho à ce que Anne décrivait tout à l'heure, puisque vous avez été cadre d'un grand groupe français et vous avez eu cette envie de revenir dans votre région d'origine et avez repris Armor Luxe avec un associé. Donc, je voulais savoir par rapport aussi à votre parcours personnel, si vous aviez un écho par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur ce schéma de l'ikigai. Est-ce que vous l'avez fait au moment de ce grand saut que vous avez fait en reprenant Armor Luxe? Nous, notre démarche à Michel et à moi, parce qu'on est associés à reprendre cette maison, notre démarche a été sans doute un peu plus simple que cette démarche japonaise. On connaît bien par ailleurs le Japon, parce qu'on a beaucoup de partenaires au Japon. Notre démarche a été plus simple et assez radicale. On s'est dit, il y a une belle entreprise à Quimper qui emploie 600 personnes. Nous, on est bretons, on a eu la chance de faire de belles études grâce à un système éducatif français très élaboré. Je parle de moi et de mon associé. Et on s'est dit, cette entreprise qui devrait, dans les normes européennes écrites dans les 10 prochaines années, disparaître. Cette belle entreprise et ses emplois, on va les prendre en main, on va les défendre et bec et ongle, on va se battre pour que personne ne soit jamais licencié. Et ça a été notre combat de base et on a tout fait autour de ça. Donc, vous voyez, la première valeur, ça a été celle-là. Et quand on a cette valeur-là déjà, c'est moralement sympa. Ça nous permet d'échapper aux contraintes financières tant que les banquiers nous suivent. Et je vous raconterai tout à l'heure ce qui m'est arrivé pendant le premier confinement. C'est un truc assez incroyable. Et donc quand on défend ces valeurs-là, on est sûr de réussir parce que ces valeurs-là sont les valeurs en fait de notre région ici en Bretagne et sans doute de notre pays. Il faut vraiment aujourd'hui se battre pour défendre l'emploi. Ça a été notre vrai combat et je pense que la Bretagne nous a aidés, notre image nous a aidés, notre énergie nous a aidés et nos salariés nous ont aidés. Et tous ensemble, on a réussi. On est toujours aujourd'hui. C'est plus véritablement les mêmes emplois, mais en tout cas, voilà, ça a été notre combat depuis qu'on a repris cette affaire. Vous êtes sur un secteur qui est très concurrencé avec des vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et à des prix extrêmement bas. Comment est-ce que vous défendez cet emploi local? Comment est-ce que vous maintenez des prix et comment est-ce que vous fabriquez des vêtements qui restent accessibles sur un marché encore une fois très concurrencé? Et comment vous avez fait ces choix peut-être de gammes différents pour maintenir cet équilibre? D'abord, on s'est accroché à une valeur fondamentale, mais je vous en ai déjà parlé, qui est l'emploi breton. C'était notre premier combat. Ensuite, on s'est attaché à une autre valeur fondamentale ici, qui est la qualité qui est quasi extrême. C'est-à-dire qu'une marinière Armor Luxe, vous pouvez la porter pendant 10 ans et la passer ensuite à vos enfants qui ont grandi et elle sera toujours dans le même état et ça peut aller jusqu'à la 2e, 3e génération. Donc cette qualité, elle est fondamentale pour notre marque. Cette qualité, elle est aujourd'hui basée sur un laboratoire dans lequel on a beaucoup investi. C'est un des plus beaux labos textiles de France et ça n'a pas de prix aujourd'hui. Donc, on a opté pour la qualité. Donc, la Bretagne est la 3e valeur qu'on a défendue. Et on a effectivement beaucoup insisté sur la marinière, le caban, le pantalon à pont, le pull marin. Enfin, ces vêtements qui ont fait pendant des siècles
l'image de la Bretagne. Et on s'est dit que c'était une vraie valeur pour nous. Et avec tout ça, on a construit une mayonnaise qui tient et qui nous permet de vivre bien, d'avoir un compte de résultat largement positif et de payer des salariés français au prix français sans utiliser à outrance la délocalisation comme la plupart des entreprises de textile mondiales. Et Dieu sait qu'aujourd'hui elles sont en difficulté alors que nous on est plutôt en bonne santé. Donc c'est un peu le paradoxe de ce monde nouveau dont on nous parlait en introduction tout à l'heure. Ce monde nouveau est paradoxal, mais je crois que tous ces paradoxes quelque part nous aident. Et nous, on a eu la chance de les comprendre peut-être un petit peu avant les autres. Et aujourd'hui, on est très heureux et on a traversé cette crise du Covid sans trop de soucis, sans trop de dégâts, en ayant toujours le même principe, le même précepte, défendre nos emplois. Et là, je vais vous raconter une anecdote qui est quand même assez croustillante. J'ai la chance aujourd'hui de rencontrer un des dirigeants du groupe Banque Populaire. Le premier matin du premier confinement, à 8 heures, mon portable sonne. Je reçois un coup de fil d'un garçon que Joffre connaît sûrement très bien, qui est en charge du Grand Ouest de la Banque Populaire, et qui me dit ne t'inquiète pas Jean-Guy, quoi qu'il arrive, la Banque Populaire sera derrière toi et y compris dans les plus grandes tempêtes, nous serons là. Donc vous voyez, avec des partenaires banquiers et là je n'invente rien, hein, c'est pas improvisé, enfin c'est les choses se sont passées comme ça entre des banquiers qui vous suivent, qui vous aiment, qui ne sont pas là que pour faire de la marge, des salariés qui sont solidaires, des consommateurs qui sont contents de produits parce qu'ils ne sont jamais lésés, parce que la qualité est toujours au rendez-vous, une certaine fidélité à toutes ces valeurs depuis, pour ce qui nous concerne, 25 ans. Avec ça, on traverse toutes les tempêtes. Et nous, ici en Bretagne, on a l'habitude de ces grosses tempêtes. Et celle-là, on l'a bien traversée. Et aujourd'hui, je suis assez serein. Et je remercie au passage la Banque Populaire, enfin le groupement des banques populaires, parce que voilà, ils m'ont filé un sacré coup au moral quand ce matin-là, à 8 heures, j'ai reçu ce coup de fil. Merci beaucoup de ce témoignage, on en est très fiers en tout cas. Vous avez aussi, je crois, un très fort engagement dans la promotion de la filière du coton bio. Vous êtes attentif à ce que votre matière première soit fabriquée avec un coton bio équitable. Vous avez été, je crois, labellisé Max Havelaar. Enfin, est-ce que par rapport à cette réflexion, vous voudriez nous partager vos engagements et aussi la manière dont vous les communiquez à vos clients et peut-être à vos salariés aussi? C'est sûr que depuis qu'on a repris cette maison, ça fait un peu plus de 20 ans, on a compris que le terme générique de tout ça, c'est un peu la RSE, hein, c'est-à-dire la responsabilité sociétale maison était importante et que sans cette dimension, on allait tomber dans la grande banalisation de la production de textiles à bas prix dans le monde. Donc on a fait d'énormes efforts depuis 20 ans pour cette RSE. Donc on est aujourd'hui labellisé ISO 26000, ISO 14001. On a diligenté à l'étranger chez nos sous-traitants parce qu'on travaillait à l'étranger, il ne faut pas se voiler la face pour des grands contrats que nous avons diligenté 660 audits d'un cabinet d'audit bien connu français qui envoie ses auditeurs à travers le monde. On vérifie qu'il n'y a jamais le moindre enfant qui travaille dans la moindre usine qui produit nos vêtements. On vérifie que toutes les heures sup sont payées. Enfin, on vérifie tout. On est très à cheval là-dessus. Et je pense que ça a été aussi un des éléments qui nous a permis de survivre dans cette jungle du textile qui est aujourd'hui hyper mondialisée et où tout le monde s'est rué vers le Vietnam, le Bangladesh et le Pakistan en essayant d'obtenir les prix les plus bas du monde. Et il y a toujours un pays émergent qui est encore moins cher. Et nous, on a fait un petit peu l'inverse. Là, quand on a dû sous-traiter pour des raisons de prix,
sur des marchés publics. On l'a fait en respectant scrupuleusement toutes les règles de l'OIT. On a fait labelliser tous nos sous-traitants par des cabinets d'audit indépendants. Et voilà, et tout ça a fait un tout qui nous a permis de survivre, de gagner des marchés. On a mis, par exemple, la SNCF, on a mis un groupe privé comme Leroy Merlin, Intermarché et les salariés de tous ces grands groupes. Et tous nos clients sont fiers de porter des vêtements qui sont insoupçonnables sur le plan de l'éthique qui entoure leur fabrication. Alors Dieu sait que c'est pas simple. On a une question du public par rapport à l'origine de vos matières premières. D'où viennent-elles en général? Les matières premières, si vous saviez, c'est un long combat et on pourrait y passer des heures. D'abord, il faut savoir qu'en France, il n'y a plus une seule filature. Donc, si vous voulez acheter un fil de coton ou un fil de laine en France, il n'y en a plus. Donc, j'entends parfois des beaux discours sur le sourcing et ça, mais malheureusement, la crise et le sacrifice du textile sont passés par là. Donc, nos matières premières viennent essentiellement d'Europe, mais hors de France, parfois de Chine, et la confection, qui est l'acte qui coûte finalement le cher, qui est l'assemblage, il est réalisé soit en France, chez nous, dans nos usines, on a 3 usines en France, soit au Maghreb, soit en Asie, mais à chaque fois, dès qu'on quitte le territoire français, dans des usines qui sont complètement auditées et validées par des auditeurs qui nous certifient que toutes les conditions de travail sont respectées, en respectant 2 normes, d'abord les règles de l'OIT et ensuite les règles propres au pays dans lequel les usines sont placées. Et voilà, ça fait 25 ans qu'on fonctionne comme ça et ça fait 25 ans qu'on n'a pas eu le moindre souci. Et on fait au mieux dans ce monde qui change très vite. Alors on reparle maintenant de réindustrialisation de la France, mais je vous assure que avant qu'on ait remonté des usines de filature en France, je crois qu'il faudra beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements. Donc on a franchi un pas qui nous a préoccupés très longtemps pendant 25 ans. Et maintenant, on a résisté, on a protégé tous nos emplois ici, on continue de recruter ici à Quimper, et on espère que cette crise qu'on vient et qu'on est en train de traverser va redonner la conscience à nos dirigeants que l'industrie française c'est pas fini et qu'il faut peut-être essayer de faire beaucoup d'efforts pour qu'elle se reconstruise. Alors je crois que pendant la crise, vous avez fabriqué des masques, aussi pour donner une activité à vos salariés et ne pas avoir recours au chômage partiel. Est-ce que c'est une espèce de conscience aussi de votre rôle dans la société de PME locale et par rapport aussi au respect que vous pouvez avoir par rapport à vos salariés et à vos clients? Est-ce que sur cette notion-là, vous avez des choses à nous dire? Écoutez, ici, c'est peut-être un petit peu une caricature, mais on est perdu au fin fond du Finistère. On a une espèce de solidarité intrinsèque entre nous. On est extrêmement solidaires. Une entreprise, c'est comme une grande famille. On va oublier ce terme d'entreprise familiale comme peut être galvaudé il y a longtemps. On est une grande famille, on est tous solidaires. Et là, effectivement, on a préféré trouver un job pour l'ensemble de nos opératrices de tricotage et de confection pendant toutes ces fermetures de nos magasins, et où on a eu l'idée de fabriquer des masques. On en a fabriqué plus de 2,5 millions. Et
En plus, ça a été utile à la population parce qu'à l'époque, il y avait, rappelez-vous, une pénurie générale en France. Donc voilà, tout le monde s'y retrouvait et surtout nos salariés qui sont venus travailler, qui ont fait des heures sup, qui ont travaillé souvent le samedi et qui ont amélioré c'est un peu un paradoxe, mais qui ont amélioré leur salaire pendant cette période de difficulté. Et nous, on était très heureux parce que notre mission première à nous, chefs d'entreprise, là, chez Armor Lux, c'est comme ça, mais je pense que c'est à peu près comme ça partout en Bretagne. Notre première mission, c'est de défendre l'emploi et de défendre la sérénité de nos salariés. Alors peut-être une dernière question par rapport au circuit court dont on a un petit peu parlé avec Anne et un peu plus avec Franck. Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie appétence des clients par rapport à cette volonté du circuit court, de comprendre justement tout ce que vous expliquiez par rapport au fait de maintenir des usines en Bretagne, est-ce que dans votre communication c'est assez présent, mais est-ce que aussi dans vos valeurs d'entrepreneur, hein, c'est présent, cette volonté de mettre en avant les circuits courts? Le circuit court pour nous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on renouvelle notre offre tous les 15 jours. Et ça veut dire que cette offre, elle est forcément fabriquée tout près de chez nous, soit chez nous, soit au Maghreb. Et c'est effectivement une énorme tendance qu'on est en train de vivre. Et le consommateur en a marre de tous ces produits qui viennent du fin fond du monde et qui ne sont pas tracés et dont il n'est pas sûr de la durabilité. Nous, on vit dans, je pense, le monde le plus mondialisé qu'on puisse croisé, qui est le monde du textile. Et là, on sent très, 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 très largement et de manière très directe une impulsion des consommateurs. On parlait tout à l'heure des consommateurs, des salariés et des dirigeants d'entreprises, entrepreneurs. Là, on sent une pression très forte des consommateurs pour comprendre d'où vient le produit et pour vérifier qu'il est fabriqué selon des normes sociétales qui sont acceptables. Et ça, c'est assez nouveau et je pense que cette crise va accentuer ce mouvement. Je pense qu'on en sortira tous grandis. Est-ce que vous pensez, et cette question va s'adresser également aux deux autres personnes ici à mes côtés, qu'on est dans un moment de rupture ou qu'on est dans un moment de transition? Alors vous disiez tout à l'heure que les nouveautés, c'est forcément tout au long de l'histoire des choses assez récurrentes dans les mouvements sociaux, dans les mouvements économiques. Mais est-ce que vous pensez que là, ce moment qu'on est en train de vivre, de cette crise qui est quand même assez extraordinaire par sa mondialisation, par sa violence, par sa force, est-ce que c'est un moment de rupture ou c'est un moment de transition? Peut-être on va poser la question d'abord à Jean-Guy Le Floch. Non, je pense pas qu'il y ait de véritable rupture. Il y a sûrement une rupture psychologique pour nous tous. Ça a été, faut pas se le cacher, ça a été très dur et c'est très dur. Donc la rupture psychologique, elle existe et il y aura sans doute un jour un constat à faire sur cette rupture psychologique. Quant à l'économie, je pense que on peut parler simplement de transition et je pense que tout le monde a pris conscience que la France, l'Europe étaient de vraies valeurs et que ces valeurs-là, fallait les défendre, y compris au niveau de la production industrielle. C'est mon métier et on sent une pression énorme des consommateurs pour acheter français, pour acheter européen et malheureusement mes magasins sont encore fermés jusqu'à samedi matin, mais notre standard est ouvert et c'est incroyable le nombre de coups de fil qu'on reçoit de consommateurs qui nous appellent pour vérifier qu'on sera bien ouvert samedi. Donc il y a une vraie attente des consommateurs et donc des Françaises et des Français pour retrouver des valeurs qui ressemblent on nous a raconté il y a quelques décennies le sucre, rappelez-vous. Et je pense que ce syndrome va redevenir
une valeur un peu fondamentale. Protégeons-nous. Alors que pendant 30 ans, les instances européennes n'ont eu de cesse que d'ouvrir les frontières. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur a décidé qu'il pouvait en être autrement et qu'on pouvait vivre aussi bien tranquillement sans que les frontières soient ouvertes à tout vent. Voilà. Et ici, on aime bien le vent, mais on aime bien aussi gérer notre navire en utilisant le vent. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant 30 ans. L'ouverture globale de notre petite Europe à l'ensemble du monde, ça peut-être été un peu trop loin. Alors, rupture ou transition, Franck, ça vous inspire à quoi? Vous le ressentez comment? Je parlerais effectivement plutôt de reconsidération un petit peu des comportements. Après, c'est vrai que sociologiquement parlant, je pense que Anne pourra préciser ça un petit peu plus, mais les grandes périodes que nous, Français, avons traversées nous ont marqués et nous ont fait évoluer, nous ont fait changer et adopter des comportements différents, que l'on parle de la Première Guerre mondiale, de la Seconde, qui nous a emmenés à la surconsommation, à l'industrialisation. On parle de baby-boom, on parle de plein de choses. Et en fait, aujourd'hui, on est lié aussi à un sentiment de privation. Donc il y a en fait beaucoup, en fonction des périodes que l'on a traversées, je pense qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question et que les gens remettent en question d'eux-mêmes ou de ce qu'ils entendent parler. Mais aujourd'hui, la considération, elle est bien locale, puisqu'aujourd'hui, si on en est là, c'est bien parce qu'on a un peu trop tiré sur la ficelle, comme on dit. Mais je pense que oui, c'est une transition. Les personnes reconsidèrent la façon dont ils consomment par rapport à l'impact des périodes que l'on traverse. Et là, je vais parler de bière, mais on a été privé, je pense, suffisamment longtemps de nos bars et de nos chers restaurants. Je pense que, vous voyez, dès demain, quand on pourra réaccéder à ces espaces-là, le chiffre d'affaires du mois de février va être triplé pour ces établissements-là. Donc en fait, on est vraiment influencé par les périodes, selon moi, que l'on traverse. Et là, on est sur une reconsidération totale de la façon dont notre monde fonctionne, parce qu'on sait qu'il ne pourra pas fonctionner comme ça éternellement. Anne, une réflexion par rapport à ça? Peut-être plus courte, je m'inscris en plein avec ce que viennent de dire les deux intervenants. Moi, je citerais peut-être juste Coluche, dans un registre un peu différent, mais qui disait qu'il suffisait de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas. Et je pense aux produits qui viennent de l'autre bout du monde. Et puis, je rajouterais peut-être de ne pas acheter aujourd'hui pour que ça ne se vende pas aujourd'hui, mais acheter demain pour que ça se vende demain en France. Très bien. Alors peut-être une dernière question. Noël approche. Jean-Guy, vous évoquiez les achats de vos clients qui sont en pleine attente là, des réouvertures de boutiques pour faire les achats de Noël. Comment vous allez vous comporter à Noël en tant que consommateur, en tant qu'entrepreneur peut-être? Jean-Guy, est-ce qu'on vous a toujours avec nous? Oui, je suis toujours là, en Bretagne, mais avec vous. Est-ce que donc pour Noël, pour vous, comment ça va se passer au niveau de vos achats, peut-être même à titre personnel? Comment vous allez préparer ce Noël? Écoutez, moi j'achète toujours, je suis un peu chauvin, mais j'achète toujours pour mes proches des produits bretons, donc fabriqués en Bretagne. Et quand je trouve pas le produit que je cherche qui soit fabriqué en Bretagne, j'achète des produits fabriqués en France. Donc voilà, je suis fidèle à cette valeur-là parce que je pense que c'est important. Mais pour tout vous dire, pour l'instant, dans la tempête qu'on traverse, j'ai pas trop eu le temps encore d'y penser. Oui, c'est pas forcément la priorité. Et pour vous, sur le plateau, Noël? Alors professionnellement parlant, malheureusement, nous, on va rien avoir à mettre sous le sapin parce que le développement n'est pas prêt pour pouvoir le faire. Par contre, pour Noël 2021, on aura beaucoup de choses à proposer. Du Made in France qui raconte toujours cette belle histoire. Personnellement, Noël, c'est pas une culture dans ma famille, en tout cas, qu'on a toujours eu l'habitude de s'offrir une tonne de cadeaux sous le sapin. À vrai dire, on n'avait même pas de sapin. Donc si vous voulez, Noël, c'est un repas en famille. Là, on va peut-être limiter les choses. Mais en tout cas, on va juste profiter de ce moment-là pour se mettre des films de Noël et puis profiter d'un moment en famille. Rien de plus. Anne? Moi, je vais être cohérente avec ce que j'ai défendu jusque-là. Donc, pour tout le monde, ce sera moins mais mieux.
pour les enfants sont plutôt des jouets qui sont de marques issues, qui sont de jeunes aventures entrepreneuriales, et pour les grands plutôt du Made in France. Et pour tous, sans papier cadeau. Très bien, merci beaucoup. Alors, il est 19h10, on a un petit peu eu du mal à démarrer, donc on s'est permis ces 10 minutes de plus. J'espère qu'André est toujours avec nous pour un message de conclusion. J'espère qu'on pourra l'écouter. Je suis toujours là, effectivement. Mais écoutez, moi je trouve ça passionnant, hein, évidemment, on n'en attendait pas moins, évidemment. Je suis resté un peu sur ma faim, j'aurais bien aimé que vous me parliez quelques secondes de Sun 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 quand même, parce que c'est assez merveilleux cette affaire. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, comment ça marche? C'est parti de l'envie de 2 étudiants qui étaient plutôt des scientifiques à la base et qui ont eu envie d'écrire, qui sont devenus journalistes et qui au début des années 2010 se sont dit que l'innovation c'était chouette, mais c'était réservé à une élite. Et donc, ils ont créé une page Facebook qui recensait des innovations du monde entier en essayant de les présenter de manière hyper pédagogique. Et pour reprendre les mots du fondateur, c'était Sun Sun Sun, c'est pitcher l'innovation à ma grand-mère. Et de cette boutade est né un média dédié à l'innovation qui s'appuie sur une communauté d'éclaireurs qui sont des gens comme vous et moi, qui sont passionnés d'innovation et qui partagent au quotidien ce qu'ils voient, qui est en train de faire bouger les lignes. Et l'innovation est vue de manière très large entre du très tech, du high-tech et du low-tech, c'est-à-dire ce qui est sans technologie mais qui change les usages, qui change les façons de fonctionner, de consommer, qui change les modes de production. Et donc à partir de là, nous, on peut construire une ligne éditoriale qui vise à présenter de manière pédagogique ces innovations et avec un petit changement ces derniers mois autour du micro-learning, c'est-à-dire des capsules de connaissances très ramassées qui visent à rendre accessible au plus grand nombre des mots valises qui sont souvent employés à tort et à travers dans la presse, parfois même dans mon propre jargon, et qui en fait ne servent plus à expliquer les changements qui sont en train de se faire, mais à coller des grands concepts sur les tendances et à perdre un peu de leur sens et de leur pouvoir explicatif. Voilà, êtes-vous rassuré? Mais moi, ce que j'avais trouvé remarquable, c'est que une innovation, si ténue soit-elle, vraiment quelque chose d'à peine perceptible, on pouvait le trouver à Rio, à Los Angeles et puis également à Moscou. Et en fait, le fait que ces événements émergent en même temps dans des lieux qui n'avaient aucun lien entre eux faisait que finalement, ça constitue une tendance. Exactement, on passe des signaux faibles qu'on va capter à différents endroits à une tendance. Et comme on a une communauté qui est assez vaste, en fait, on voit arriver ces signaux faibles par vague. Et il y a des moments où on voit arriver des dizaines d'innovations autour de l'emballage, alors que 2 mois auparavant, personne n'en parlait. Et là, on va regarder, on va se dire, tiens, là, il est en train de se passer un truc sur la question de la recyclabilité, l'emballage, du packaging. Et généralement, 3, 4, 6 mois après, ça arrive de manière plus marquée dans les grands groupes, puis dans les PME, etc. Alors, une question, est-ce que vous avez vu venir le virus? Le virus, pas du tout. Personne ne l'a vu venir. Personne ne l'a vu venir. Et en plus, comme on est très vigilant à tout ce qui est fake news et désinformation, tout ce qui a pu arriver début janvier, qui ressemblait à un pseudo-virus inventé en Chine, etc., on l'a dit, oulala, ça c'est encore de la désinformation. Donc on a plutôt écarté. Merci Anne. André, un petit message de conclusion peut-être, il est bientôt 15. Moi, je suis passionné par tout ça, évidemment, et je trouve que les banques populaires, on est complètement de plein pied. Le témoignage de notre ami, le patron d'Armorlux tout à l'heure était édifiant. Je salue d'ailleurs les dirigeants de la Banque populaire Grand Ouest qui ont eu ce réflexe de dire, voilà, il faut absolument qu'on puisse dire à ce chef d'entreprise, ne soyez pas inquiets, quoi qu'il arrive, on est là. Hein. Bon, très important. On l'a fait. 40% des entreprises sont clientes de la Banque populaire, donc on connaît bien notre écosystème, évidemment, et je pense que dans le futur, on continuera
sur cette lancée. D'ailleurs, dès l'année prochaine, il va y avoir des sujets, notamment qu'est-ce qu'on fait des PGE, etc., des prêts garantis qui ont été accordés aux entreprises. Encore faudra-t-il pouvoir en sortir, de quelle façon. Bon, vous savez que c'est un sujet qui est en discussion, en pleine discussion auprès des pouvoirs publics. Et puis, il y a aussi, évidemment, des entreprises qui auront des difficultés, celles qui, paradoxalement, aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui sont en défaut est inférieur à celui qu'on avait l'année dernière, en 2019, à la même époque, et dans des proportions très importantes, parce que tout a été congelé. On est vraiment, toutes les procédures ont été arrêtées. Donc, c'est pas très significatif, mais il est bien évident que des entreprises qui étaient en difficulté l'année dernière vont pas, au travers de cette chose-là, se renforcer. Donc, il faut s'attendre effectivement à des difficultés l'année prochaine. Et là aussi, il faudra qu'on soit présent. Il faudra que les banques soient là pour pouvoir trouver des solutions quand c'est possible naturellement et permettre aux entreprises de pouvoir retrouver un rythme de croissance. Mais je suis assez d'accord avec notre ami l'ébéniste parce que je suis persuadé qu'effectivement le mois de février va être un mois de surconsommation. Moi, j'ai un peu le sentiment que tout va se passer comme toute proportion gardée. Je l'ai pas connu. Je suis natif des années 50, donc j'ai pas connu la libération, mais de ce que j'en ai lu, ce qu'on m'a raconté, j'ai l'impression que ça va être un peu ça, quoi, hein. Les gens attendent de vivre et d'inventer un monde nouveau, parce qu'il faut pas l'oublier, il n'y a pas eu que la consommation au sortir de la guerre, il y a eu aussi une organisation de la société qui fonctionne encore sur ces bases-là 70 ans après. Donc c'est quand même très intéressant de voir ce qui va se passer l'année prochaine. Je pense qu'il y a des mouvements sociaux qui seront intéressants à décrypter. Et en tout cas, moi, ce que je peux vous assurer, ça, je suis persuadé, c'est qu'à la Banque Populaire, parce qu'elle a des reins solides, parce qu'elle a des fonds propres très importants, au moment où les autorités de tutelle nous disent qu'il faut renforcer vos fonds propres, nous, ils sont déjà forts. Nous allons continuer et nous allons continuer à porter cet appui aux entreprises qui est indispensable pour leur permettre justement de muter, de suivre cette transformation qui inévitablement va être nouveau. On va rentrer dans un monde différent. Je pense qu'il va être ni meilleur ni plus mauvais que le précédent. Il va être différent. Et cette évolution, en fait, elle va être marquée, je pense, par une chose qui était un peu trop absente ce soir. C'est la prise de conscience des problèmes du climat. Parce que moi, je pense que cette crise que nous vivons là, c'est peut-être une répétition générale d'un sujet sur lequel on n'a pas de réponse pour l'instant, c'est-à-dire la maîtrise de la température de la planète. Et ça, c'est un sujet qui, je sais pas, personne ne sait comment le prendre. On a des idées, mais on voit bien qu'on n'en prend pas le chemin. On a trouvé le sujet de notre prochaine conférence. Merci à tous les trois. Merci Anne, merci Franck, merci Jean-Guy à Quimper. Merci à tous. On mettra à disposition la vidéo de cette conférence en essayant d'oublier ces petits cafouillages de début. Merci de votre attention et puis à très bientôt. Merci à tous. Merci.